Il y a plus de 10 mois, nous avions assisté à un débat tendu entre Jean-Yves Le Gallou et Philippe Murer sur le thème de l'immigration. Eh bien, l'heure est à nouveau à la confrontation des idées avec Philippe Murer. Vous êtes économiste et auteur de Sortir du capitalisme du désastre. Tout à fait. Et avec Jean-Yves Le Gallou, vous êtes président de Polémia et aussi animateur de Immédiat sur TVL, sur TV Liberté. Messieurs, Lampedusa, c'est une île italienne de 6000 habitants. Elle est devenue contre son gré l'entrée-service de l'Europe pour des centaines de milliers de migrants, et cela depuis plus de 20 ans. Prise d'assaut par les clandestins, Lampedusa est devenue le symbole du drame migratoire. Et face à ce choc de submersion migratoire, j'ai l'impression, et vous allez me dire si vous infirmez ou confirmez ce propos, j'ai l'impression que le discours général n'est pas celui de la fermeté, parce que celui-ci, il est muselé. Ce n'est pas non plus celui des bienfaits, finalement, du métissage ou de la créolisation, comme l'on dit en France, mais le suivant, ce n'est pas un phénomène sur lequel on peut avoir prise, c'est une fatalité. Et d'ailleurs, les clandestins qui étaient à Lampedusa sont aujourd'hui à Paris et dans les Vosges. D'où ma première question, face à ce choc de submersion migratoire, quelles sont les solutions? Est-ce que l'on peut maîtriser cette immigration? Philippe Murer. Alors moi, je vais rebondir, Martial, sur ce que vous venez de dire. Pourquoi, en fait, les migrants arrivent à Lampedusa? Parce qu'on a quand même un gouvernement d'union des droites, que beaucoup de gens ont rêvé, en Italie, avec le parti de Meloni au pouvoir, la Lega de Salvini et Forza Italia. Et donc, ils ont promis, en arrivant au pouvoir, qu'ils allaient arrêter les flux d'immigration en restant dans l'Union européenne. Et moi, je vais vous expliquer ce qui se passe concrètement quand les bateaux se déplacent en Méditerranée. Donc, dès qu'un bateau de migrants est en Méditerranée, arrive à Lampedusa, ou quand il est intercepté en mer, et pire encore, quand il y a un migrant qui pose le pied sur le sol italien, en fait, on est complètement piégé. D'où votre impression, exactement, Martial. Pourquoi? Parce que les bateaux interceptés en mer ne peuvent pas être envoyés, en fait, dans le port d'en face, qui serait la solution idéale, parce que la CEDH l'interdit. Les bateaux, quand le migrant a débarqué, forcément il débarque à Lampedusa, il est obligatoire qu'il puisse demander l'asile. Une procédure qui dure 6 à 8 mois, et donc qui est longue. Et en plus, on n'a pas le droit de mettre à Lampedusa, comme on l'a vu, les migrants en centre de rétention. Parce que la Cour de justice de l'Union européenne l'interdit. Et derrière, si la demande, donc le migrant s'évanouit dans la nature pendant la demande d'asile, les 6 mois, et ensuite, si la demande d'asile est refusée, ce qui est le cas dans 80% des cas, eh bien à ce moment-là, on n'a pas le droit de le renvoyer de force, qu'il faudrait le renvoyer de force dans les pays d'origine. Et encore, même là, parce que en fait, le départ doit être volontaire la première fois, à cause du droit de l'Union européenne. Et même là encore, les expulsions ne peuvent pas être groupées par charter. C'est des expulsions de migrants un par un. J'ai un ami qui les ramène par des petits avions de l'État français un par un, donc c'est hyper coûteux et complètement impossible. Donc la situation d'immigration illégale massive qu'on voit à Lampedusa, elle est complètement verrouillée par le droit de l'Union européenne. Voilà pourquoi Meloni a complètement trahi ses électeurs, et je parlerai ensuite de la crise migratoire et de mes solutions. Et voilà pourquoi, en fait, Marine Le Pen et Zemmour sont très mal à l'aise, gênés aux entourneaux, puisqu'ils ont exactement le même programme que Meloni. Alors, on revient à ma question. Face à ce choc migratoire, est-ce qu'il y a des solutions? Alors, je voudrais commenter la situation et surtout la nommer. Parce que si on ne nomme pas les choses, on ne peut pas leur apporter de solution. La situation de Lampedusa aujourd'hui, la situation de l'Europe aujourd'hui, c'est une situation d'invasion. Nous avons en face de nous une invasion migratoire. En face d'une invasion, il y a deux solutions. Il y a la soumission et il y a le recours à la force. Et je crois que le tabou suprême aujourd'hui de tous les hommes politiques, je voudrais dire, qu'ils soient favorables ou non aux institutions européennes ou aux institutions étatiques, le tabou, c'est le recours à la force. Le seul homme d'ailleurs qui a osé en parler, c'est Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée sous Mitterrand, ancien ministre des Affaires étrangères de Jospin et Chirac, qui a parlé, le recours à la force sera un jour ou l'autre inévitable. Qu'est-ce que ça veut dire, le recours à la force? Eh bien, ça veut dire le blocus en Méditerranée. Ça veut dire, sans doute, disposer d'un endroit, d'un hotspot, comme on dit, sur le sol africain, sur le sol libyen, pour ramener les gens qui viennent. Ça, c'est la première étape du recours à la force en Méditerranée. Il y a une marine nationale, il y a des bateaux,
eh bien, il pourrait être utilisé. Il y a 40 000 hommes dans la marine nationale, il y a 1200 gendarmes maritimes. Voilà à quoi il pourrait être utilisé. Et puis, le recours à la force, c'est aussi le recours à la force aux frontières intérieures. Le point de passage depuis l'Italie, il n'y en a pas tellement finalement. Il y a le tunnel du Mont-Blanc, il y a le tunnel du Fréjus, il y a le col de l'Échelle, il y a la vallée de la Roya et il y a Menton. Eh bien, il faut bloquer les choses et c'est possible malgré Schengen, c'est possible parce que tout simplement le contrôle des frontières aux alentours de la frontière est possible. J'ai vu il y a quelques jours un contrôle douanier au péage de Mantes-la-Jolie, parce que c'est à proximité de Roissy. Donc c'est possible aussi à Menton ou au col de l'Échelle, comme l'avaient essayé de le montrer les identitaires. Et puis il y a aussi la possibilité, comme ça a été fait en 2015, comme ça a été fait au moment du Covid, de suspendre des accords de Schengen. Donc c'est le deuxième volet du contrôle, c'est le contrôle entre la frontière de la France et la frontière de l'Italie. Et le troisième volet, c'est de lutter à l'intérieur de la France contre la répartition de ce mal incroyable, de ce mal que nous finançons, que les Français financent avec leur argent, en subventionnant des associations, en subventionnant les avocats qui défendent tous les envahisseurs. Ils sont aussi payés par le contribuable, et c'est aussi en résistant. Et je crois que parmi les éléments les plus positifs qu'il y a eu au cours de la dernière année, et là on est très loin du droit et des questions d'impuissance juridique, ce sont les manifestations qui ont eu lieu à Callac, à Saint-Brévin, il y en a aussi, je crois, à Menton, l'opposition locale à l'implantation de migrants qui sont implantés non pas par Madame van der Leyen ou indirectement par Madame van der Leyen à travers les préfets de M. Darmanin et de M. Macron. Voilà. Alors, pour les solutions. Solution toujours. Pour les solutions. Alors, juste pour revenir sur le retour à la force, pourquoi pas? Mais d'abord, le retour de la force avec la loi. Avec la loi, avec la souveraineté, parce que la force sans la loi, non, ce sont les circonstances exceptionnelles. La force sans la loi, c'est l'arbitraire et c'est la tyrannie qui peut être là. Donc moi je suis. La différence qu'on a, c'est que moi je veux qu'on utilise la loi, qu'on change la loi pour la durcir et pour pouvoir faire les choses et non avoir la force sans la loi. C'est ce qui nous différencie. Pour l'immigration illégale, en fait pour moi, ce qui compte, c'est d'arrêter les flux d'immigration. Et pas de se battre quand ils sont à l'intérieur. C'est d'abord d'arrêter. Ça veut dire contrôler très sérieusement les frontières nationales. Or, contrairement à ce que vous dites, Schengen permet des minuscules exceptions. On vient de se faire taper sur les doigts, d'ailleurs, récemment, il y a 2 semaines, on l'a vu. Et en fait, mais Schengen ne permet pas un contrôle efficace des frontières nationales. C'est justement de laisser les frontières ouvertes. Sans frontières, on ne contrôle pas. Donc pour l'immigration illégale, il nous faut contrôler les frontières nationales. On les a contrôlées pendant le Covid comme jamais. Oui. Donc ça prouve que c'est possible. Voilà. Non, c'est possible. C'est possible. Non, l'Union européenne le dit. C'est possible en cas exceptionnel. On les a contrôlés pour des choses inutiles et on ne les contrôle pas pour des choses utiles. J'ai fait 700 km pour venir vous voir. Laissez-moi parler, je vous en prie. Donc, c'était possible de façon exceptionnelle. Il y a des petites exceptions, mais c'est pas possible de façon importante pour arrêter des flux qui sont absolument gigantesques. Précisément quand ils sont gigantesques, circonstances exceptionnelles. Il faut limiter le droit d'asile au droit d'asile politique, comme dans les années 50-60. Donc complètement changer ça, il y avait quelques dizaines et quelques centaines de réfugiés qui étaient pris. Que la demande d'asile soit simplifiée, complètement juridiquement, pour que ça aille très vite, avec les migrants qui sont dans des centres de rétention en attente de demande d'asile, et non dans la nature où on ne sait pas où. Et pour les 99,9% des demandes d'asile qui seront rejetées, puisque c'est essentiellement des migrants économiques, eh bien, les expulser par la force de façon groupée, par charter. Tout simplement. Et pour faire sauter le verrou des pays d'origine, eh bien tout simplement, si le Mali dit on ne veut pas reprendre les Maliens, ce qui est complètement scandaleux, eh bien on coupe les flux financiers des Maliens vers le Mali, des immigrés maliens vers le Mali, ça pèse des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros, et ça serait un vrai problème pour eux. On coupe l'aide au développement et on suspend les visas. On obtiendra à ce moment-là la fin de l'immigration illégale. Deuxième chose, sur l'immigration légale, il faut mettre fin au groupement familial, qui est une des mamelles de l'immigration en France, regroupement familial. Il faut un permis de travail pour les étrangers comme en Suisse, parce que la situation est très grave, avec une préférence nationale. Si un Français peut faire un travail, c'est un Français. Ça peut être des étrangers, très rarement, avec un nombre de permis de travail limité pour les gens très qualifiés.
Ce qui permettra de faire en sorte que s'il y a des étudiants en France qui vont continuer à venir pendant un certain temps, quoi qu'il arrive, eh bien, ils repartiront chez eux en majorité, sauf ceux qui sont très qualifiés et qui seront dans ces permis de travail. Et surtout, remettre en place le droit du sang en France, c'est-à-dire le fait que quand un étranger vient en France et qu'il fait un enfant, eh bien aujourd'hui c'est un chantage, il dit mon enfant est français donc j'ai le droit de rester sur le sol français. On peut rien faire. Donc non, mon enfant reste étranger, donc on peut vous renvoyer dans votre pays si c'est de façon illégale. Donc voilà toutes les voies. Maintenant, pas une de ces lois n'est possible en restant dans l'Union européenne. Donc ça sera le débat tout à l'heure. Mais quand on sort de l'Union européenne, c'est hyper simple de mettre toutes ces lois françaises sur la table et de les mettre pour arrêter les flux Juste d'immigration. une précision, Jean-Yves Le Gallou. Oui. Recours à la force et avec la loi, il n'y a pas le mot recours à l'humanité. Hein. C'est-à-dire à aucun moment cette notion-là. Recours à la fermeté. On est dans la fermeté, c'est l'utilisation. Mais vous considérez bien que les migrants qui viennent en Europe ne viennent pas de leur plein gré. Ils cherchent une amélioration de leur vie. Je peux vous le dire, justement. Je vous pose cette question-là. Est-ce que ça rentre dans votre réflexion ? Le laxisme n'est pas l'humanité. Le laxisme n'est pas l'humanité, c'est le contraire. C'est la fermeté mélangée. La bienveillance et la fermeté sont nécessaires en même temps. J'ai vu une jeune migrante tunisienne, une jeune immigrée tunisienne, plutôt de bonne famille, qui était venue sur le sol français. On a discuté, elle était très sympathique, très intégrée, très, très bon français. Elle me dit, ça fait 6 mois que je viens, je suis en France. En fait, la vie est hyper dure en France, je supporte pas, j'ai envie de rentrer, mais en fait, je peux pas rentrer parce que je peux pas rentrer les mains vides. Donc elle va rester. Je lui dis, non, mais rentrez chez vous et dites que c'est mieux en Tunisie qu'en France. Vous voyez, on a des migrants qui sont des immigrés qui sont pas heureux de vivre en France, mais qui ne peuvent pas rentrer. C'est un phénomène extrêmement classique. Donc il faut arrêter l'humanité, c'est de leur dire, ne venez pas en France, c'est trop compliqué maintenant. Même chose. Oui, absolument. Et quand on parle d'humanité, il faudrait voir aussi les conséquences inhumanitaires pour les Français dans leur vie quotidienne, les agressions, les viols, les jeunes Français qu'on oblige à baisser le regard. Tout ça aussi, il faut aussi mettre ça dans la balance de l'humanité. Alors, sur votre projet, Philippe Murer, vos solutions, je vais vous dire, je souscris totalement. Permettez de faire valoir mon droit d'ancienneté, elles sont toutes, ou pratiquement toutes, dans la préférence nationale, livre que j'ai publié en 1985, il y a 40 ans. Vous voyez, c'est malheureusement, ces solutions n'ont pas été mises en œuvre à l'époque, faut le faire alors même que l'Union européenne était tout à fait en dehors du coup. Mais maintenant, c'est mûr, il faut le faire maintenant. Donc, c'est pour vous dire que ça dépasse tout à fait, malheureusement, la question c'est des solutions de bon sens qu'il faut mettre en place. La question de l'Union européenne, puisqu'il y a 40 ans, c'était proposé, l'Union européenne n'était absolument pas partie à l'affaire, et ça ne s'est pas fait. La société française n'était pas dans le même état, mais c'est un autre débat. Bon, alors, autre débat. On reste... moi, je crois, si vous voulez, qu'il y a non seulement, effectivement, le droit qu'il faut changer, bien sûr, la force qu'il faut utiliser, encore une fois, je fais référence à la théorie des circonstances exceptionnelles. C'est d'ailleurs une jurisprudence du Conseil d'État de 1906, je crois, qui disait quand la maison brûle, on ne demande pas au juge l'autorisation de faire appel aux pompiers. Mais Mélanie avait dit qu'elle ferait un reclus naval. Elle n'a pas fait on a la possibilité de invoquer le deuxième sujet. Oui. Le deuxième sujet, c'est celui de Mélanie. La crise migratoire, elle aboutit à l'échec ou à la mise en cause de l'Italie et à l'échec de Giorgia Meloni. Jean-Yves Le Gallou de Meloni, quand elle est arrivée aux affaires, vous avez dit c'est un espoir populaire. Philippe Murer, vous avez dit Meloni, elle va mentir aux Italiens. Elle pourra rien faire. C'est Philippe Murer qui a gagné. Non, c'était un espoir populaire, oui. Elle a menti aux Italiens, oui. Elle nous a fait une Pasqua, elle nous a fait une Chirac, des belles déclarations, suivies d'absolument aucun effet. Elle avait effectivement annoncé un blocus maritime, c'était ce qu'il fallait faire. Le premier bateau qui est venu, elle a fait des chichis. Il a d'ailleurs fini à Toulon, ce bateau, après avoir pris des gens, laissé quelques personnes en Italie. À partir de ce moment-là, c'était pillé. Alors la vraie question, c'est pourquoi elle est aussi faible. Alors, Philippe Murer va sûrement nous dire c'est à cause de l'Union européenne, c'est peut-être une explication. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les juges ? Il ne faut pas oublier que Salvini il s'est retrouvé en correctionnel pour des actions de gouvernement contre l'invasion migratoire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les craintes financières ? L'Italie est un pays
extrêmement endetté, donc qui dépend des marchés financiers. Et de l'Europe. En toute hypothèse, et de la Banque Centrale Européenne, oui, en toute hypothèse, eh bien, Meloni a failli, ça c'est tout à fait clair. Donc Meloni, en fait, finalement, vous dites que l'Italie peut plus rien faire, est trop endettée, parce qu'elle est dans les sables mouvements de l'Union européenne, on va laisser glisser. La dette est indépendante, si vous voulez. Oui. Supposez, Philippe Murer, c'est un miracle. Hein, c'est un miracle. On a utilisé la baguette magique, on est sorti de l'Union européenne, on a fait le Frexit. Il reste 3 000 milliards de dettes et il reste la dépendance vis-à-vis des marchés financiers. Non, malheureusement. Alors justement, moi je suis économiste, je peux vous le dire. Je peux vous le dire, c'est très simple de demander, d'imposer aux banques, comme on faisait dans les 30 Glorieuses, d'investir une certaine quantité de leur argent et de leurs réserves dans les obligations d'État. C'est extrêmement simple, en contrepartie d'être alimenté par la Banque centrale. Et la Banque de France, on peut lui demander de prêter à l'État en cas de coup dur. Donc c'est aucun problème. Et justement, le Japon le montre, 260% de dette sur PIB. Et il s'en sort très bien. Bon, c'est pas le sujet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Meloni, elle a reconnu qu'elle pensait faire mieux en matière d'immigration. Moi, je suis pas étonné. J'avais même fait un tweet en disant Meloni, en restant dans l'Union européenne, malheureusement, ne peut rien faire sur l'immigration parce que le droit européen l'en empêche. Donc, elle trahira les Italiens. Alors que vous aviez dit vive Meloni, elle va faire un blocus naval, elle va bloquer les frontières maritimes. Mais je l'ai expliqué, elle ne peut pas les bloquer tant qu'elle reste dans l'UE, tant qu'elle reste soumise au droit européen. Elle peut les bloquer. Et alors, je vais vous dire, de toute manière, la question se pose pas. Elle a retourné sa veste. Elle a déclaré son soutien au pacte migratoire de l'Union européenne, qui impose soit vous prenez des migrants qui arrivent sur les côtes, soit vous donnez 20 000 euros. Donc en fait, ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt de la France. Il faut mieux donner 20 000 euros que récupérer les migrants. Excusez-moi, c'est vraiment une façon de rendre légale l'immigration illégale. D'ailleurs, tous les gens, je finis, j'ai parlé 10 secondes, Meloni a trahi le peuple italien totalement. Mais en plus, Meloni, qui est avec Salvini, c'est l'union des droites qu'on nous promet qui va faire des miracles en France, fait une catastrophe en Italie. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'ils viennent de décréter, le 6 juillet en Conseil des ministres, qu'il fallait 500 000 immigrés illégaux supplémentaires en Italie pour l'Italie. Salvini l'a approuvé avec Meloni. Donc en fait, on est dans une trahison de gens qui sont des politiciens pathétiques, parce qu'ils ne se donnent pas les moyens de leur volonté politique, tout simplement. Si vous voulez essayer d'arrêter les flux d'immigration sans sortir de l'Union européenne, en fait, juste avec la volonté politique, attendez, c'est essayer de taper sur un mur à main nue. Par contre, quand vous sortez de l'Union européenne, eh bien à ce moment-là, vous avez le bulldozer du droit et vous effondrez le mur facilement. Et je peux vous le dire, monsieur Le Gallou, c'est beaucoup moins douloureux avec un bulldozer et c'est beaucoup plus efficace. Alors, je vais vous dire, sortir de l'Union européenne pour régler le problème de l'immigration, on a un exemple. Ça s'appelle le Brexit. Les Anglais favorables au Brexit, les partis politiques favorables au Brexit ont vendu au peuple britannique, on va arrêter l'immigration. Alors, on va donner les chiffres. Avant le Brexit, il rentrait 600 000 étrangers en Grande-Bretagne par an, 2016. En 2022, 1 200 000. En brut. Si, absolument, vérifiez les chiffres. Si vous voulez les chiffres nets maintenant, les entrées nettes des sorties. 300 000 entrées en 2016, 600 000 entrées en 2022. Donc le Brexit n'a rien changé en matière d'immigration. Et pour quelle raison ? Je ne dis pas qu'il a aggravé... Laissez-moi terminer. Je ne dis pas que c'est le Brexit qui est la cause de l'aggravation de la situation, mais en tout cas, ça n'est pas le miracle qui était promis. Pourquoi ? Eh bien parce que les Britanniques continuent d'être soumis aux logiques économiques d'un côté et au contrôle des juges de l'autre. Le gouvernement britannique a voulu, à un moment, ce qui est une des solutions qu'on peut tout à fait envisager, examiner les demandes d'asile, non pas sur le sol britannique, mais sur le sol d'un pays tiers où on envoie les demandeurs d'asile. Ils avaient même un accord avec un pays d'Afrique de l'Est, le Rwanda. Bon, et qui a cassé cette décision ? Les juges britanniques, qui ne se sont pas fondés sur le droit européen, qui se sont fondés sur les règles britanniques. D'ailleurs, si vous voulez, dans les rares mesures qu'a essayé de prendre Mme Meloni, elle a pris un décret qui est assez marginal, à la vérité, qui a été condamné par les juges, en l'occurrence par un juge... Madame Yolanda Apostolico, qui est un juge de gauche, parce que c'est les juges de gauche qui traitent ces problèmes-là en Italie comme en France, et Madame Apostolico pour condamner le décret
pris par le gouvernement de Meloni a pris 2 arguments. Un, c'est contraire aux règles européennes, on est bien d'accord. Et 2, c'est contraire à la Constitution italienne, en tout cas à l'interprétation que les juges se font des règles européennes et de la Constitution italienne. Donc, l'exemple britannique montre que sortir de l'Union européenne, c'est peut-être très bien, mais ça règle pas le problème. D'ailleurs, moi je suis bien d'accord. Philippe Murer, on va laisser Philippe Murer. Voilà, une des promesses du Brexit, c'était la reprise du contrôle de l'immigration. Semble-t-il, et les chiffres sont là, c'est pas le cas. Mais en fait, parce qu'il faut 2 choses, je le répète, pour faire toute politique, une volonté politique et les moyens de la volonté politique. Le Brexit, c'était les moyens de la volonté politique de faire toutes les lois possibles, celles dont j'ai parlé, dont vous aviez écrit en 1985, et ils ne les ont pas fait. Et vous voyez bien qu'il y a des pays souverains qui arrivent complètement à arrêter les flux d'immigration. Ce sont eux qui arrivent. Le Japon n'a pas de flux d'immigration. C'est une île comme le Royaume-Uni. L'Australie avait des flux d'immigration. L'Australie avait des flux d'immigration. Ils ont complètement coupé parce qu'ils ont pris des lois souveraines. Donc c'est complètement possible. Mais pourquoi ? On le sait bien, tous les deux. C'est que Rishi Sunak, en fait, le patron du Royaume-Uni, le Premier ministre, en fait, est un homme de la City, un milliardaire, mondialiste, immigrationniste. Il n'a pas la volonté politique et donc ça ne réussit pas. Et si vous voulez le texte sur le Rwanda, justement, le problème, c'est qu'il fallait sortir de la CEDH qui empêche ce texte sur le Rwanda. Et ils ne sont pas sortis de la CEDH. Si vous ne sortez pas de la CEDH, vous êtes gouverné par les juges qui appliquent le droit de la CEDH qui est très protecteur. Donc il faut sortir de la CEDH, ça se fait en 2 jours quand vous êtes souverain. Il faut arrêter le regroupement familial, ils ne l'ont pas fait, ou à la marge de la marge, un petit trait de plume, en fait, pour arrêter le flux d'immigration, c'est un des plus importants. Voilà, il faut tout ça pour arrêter les flux d'immigration. Ils n'ont pris aucune recette pour arrêter les flux d'immigration parce que Rishi Sunak ne le veut pas. En même temps, il ne veut pas sortir de la CEDH et en même temps, il fait des simagrées pour dire je vais arrêter les flux. Donc, ils se moquent du monde. D'ailleurs, ils vont se prendre une raclée aux élections parce que leurs citoyens ne sont pas du tout contents. Mais ça ne prouve absolument pas que le Brexit a empêché. Comme ça, ils sont leur volonté a empêché. C'est la condition du possible. Non, Philippe Murer, j'ai pas du tout dit que le Brexit avait empêché ça. C'est la condition du possible. Je dis simplement que c'est pas miraculeux. C'est pas miraculeux. Voilà, c'est tout. Il faut avoir la volonté politique. Question, le Brexit, parce que sur les chiffres que vous donnez du Brexit sur la Grande-Bretagne, sur cet accueil humanitaire, il y a eu en 2022 114 000 Ukrainiens et 52 000 Hongkongais qui fuyaient la Chine. À ces Ukrainiens et ces Hongkongais, on leur dit qu'il ne faut pas venir. Question. On peut faire des exceptions, je veux dire, pays en guerre notamment. Vont partir. Les Ukrainiens vont partir. En l'occurrence, l'Ukraine est en guerre, oui. Le temps de la guerre, les garder sur le sol et les Hongkongais, c'est quand même c'est difficile. Après, c'était la décision tout à fait. Honnêtement, moi, je préférerais à tout prendre. Je préfère quand même accueillir 50 000 Hongkongais que 50 000 Guinéens. Quoi. Voilà. Ils sont restés 100 ans dans le. Pourquoi ? Parce que en termes de vivre ensemble, si je puis dire, ou de vivre à côté, c'est sans doute plus facile de vivre avec 50 000 Congolais qu'avec 50 000 Guinéens. La crise migratoire, elle aboutit aussi à la mise en cause de l'Europe. Vous l'évoquez à travers vos propos, l'un et l'autre. L'Union européenne est dans une impasse. Je rappelle le propos d'Ursula von der Leyen à Lampedusa. Je suis venu pour vous dire que l'immigration est un défi européen. Faut-il sortir de l'Union européenne ou réorienter l'Union européenne pour arrêter les flux migratoires ? Là, vous n'êtes pas d'accord ? Moi, je pense qu'effectivement, le droit de l'Union européenne est totalement pro-immigrationniste, comme les cours de justice. C'est-à-dire, c'est l'absence de contrôle des frontières nationales qui sont quand même très utiles pour contrôler les flux d'immigration. C'est même nécessaire, sans frontières nationales, on n'arrête pas les flux d'immigration. C'est le fait de la directive retour, où on n'a pas le droit de renvoyer volontairement les clandestins. C'est le regroupement familial qu'il faut absolument supprimer du droit européen, du droit français, donc il faut sortir de l'Union européenne. Donc pour moi, on ne peut rien faire dans l'Union européenne. Il n'y a aucun pays d'ailleurs qui arrête les flux d'immigration dans l'Union européenne. C'est-à-dire que la Hongrie, la Pologne, etc., arrêtent l'immigration illégale. Et c'est vrai pour une raison très simple, c'est qu'ils sont quand même, ils se battent politiquement, ils ont une volonté politique, et surtout le climat, l'éloignement, le froid, le fait que la langue, le fait qu'ils n'étaient pas pays colonisateurs, ils n'ont aucun lien, le fait que le niveau de vie... Ils ont eu des pressions d'immigration illégale considérables. Oui, mais que le niveau... mais bien moins qu'en France. Et le niveau des salaires... réprimés, alors qu'ils ont repoussé... Attendez, je vous laisse finir après. Dire que la manière dont la Pologne et la Hongrie ont repoussé les immigrants illégaux
si Madame Meloni ou la France faisaient de la même façon, ça serait plus efficace. Hein. Niveau de salaire... Au niveau des mais je suis d'accord. Mais laissez-moi finir. Le niveau des salaires et la protection sociale est beaucoup plus faible, évidemment. Oui, donc les migrants, c'est les conditions idéales pour repousser l'immigration illégale. Ils le font. Et ils le font correctement. Le Danemark aussi, parce qu'il a une loi spéciale sur l'immigration à cause du référendum de Maastricht qu'ils avaient refusé en 91, que personne n'obtiendra. Mais quand on regarde, moi j'ai regardé sur les statistiques officielles de tous les pays, l'immigration en Suède et au Danemark est le double de l'immigration en France et en Italie, qui est pourtant déjà énorme, proportionnellement au nombre d'habitants. En Hongrie et en Pologne, c'est incroyable, mais l'immigration est plus importante qu'en Italie et en France. Aujourd'hui, je ne dis pas il y a 20 ans. Et l'immigration sous Orban a explosé, elle a fait x5 sous Orban. De l'immigration. En partant très bas, mais c'est en partant très bas, mais l'immigration. Donc en fait, ce n'est pas une dire que Orban arrive à arrêter les flux d'immigration. Il n'y arrive pas. Il recourt de plus en plus de l'immigration. Et en fait, maintenant, c'est sa volonté dans l'Union européenne. C'est sa logique. Là, je suis pris, messieurs, parce que alors là, on reste dans l'Europe. On ne peut pas résoudre le problème de l'immigration. Orban n'y arrive pas alors qu'il le veut. Mélanie n'y arrive pas, mais elle ne le veut pas. Et en sortant de l'Union européenne, c'est le Brexit. Et on ne peut pas résoudre l'immigration. Donc on ne peut pas résoudre l'immigration. Moi, je vais montrer toutes les lois. Mais parce que pourquoi quel est le problème? Quel est le problème? Bien au-delà des lois. Les lois, elles ne font que traduire un rapport de force idéologique et médiatique. On vit dans un monde qui a une logique mondialiste, immigrationniste. Et les lois, les juges, les médias rapportent ça en manipulant l'opinion. Quand arrive à Lampedusa... essentiellement, presque exclusivement, des jeunes hommes en âge de porter les armes et que certains médias de grand chemin, pas TV Liberté, montrent une mère de famille avec 2 enfants, on manipule l'opinion. Ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que c'est très difficile de prendre les mesures qui conviennent pour arrêter l'immigration, parce que toute mesure prise est dénoncée par les médias et généralement... condamnés par les juges. Mais quand on parle des lois de l'Union européenne, les lois de l'Union européenne, elles sont assez largement faites par les députés français, pas ceux, mais bien sûr que si, les députés français au Parlement européen, et c'est la Commission qui les impose. Ministres, mais non. Une loi européenne, c'est pas la Commission. La Commission propose. Et le Parlement vote. Le Parlement et le Conseil des ministres, il y a 2 chambres. Oui. Il y a la chambre haute, qui est le Conseil des ministres, dans lequel siègent les ministres français, et il y a la chambre basse, qui est le Parlement européen, qui adopte. Et donc, à chaque fois, tout ce qu'on condamne, que vous condamnez à juste titre, que je condamne à juste titre, enfin je pense, ça a été voté par des ministres français, par des députés européens français. Et donc, ils défendent une mauvaise idéologie à Bruxelles, comme ils défendent une mauvaise idéologie à Paris. Ce sont les mêmes qui poussent ces lois-là. Et d'ailleurs, Macron est plutôt dans la surenchère par rapport aux immigrationnistes en Europe. Et l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, s'est assez largement construite sur le modèle français jacobin visant à imposer une solution unique. Par conséquent, ce que nous critiquons dans l'Union européenne, c'est assez largement ce que nous pouvons critiquer sur l'État français. Je termine d'un mot. Moi, je suis favorable à la défense de la civilisation européenne, mais je pense que l'Union européenne va contre la défense de la civilisation européenne. Je ne suis ni pour Bruxelles, ni pour Lampedusa, mais je considère aussi qu'aujourd'hui, l'État français, le gouvernement français, l'État français, l'appareil d'État français, joue contre la France. Oui, mais je ne suis pas favorable de sortir de la France pour autant. Je suis favorable à changer le rapport de force, le rapport de pouvoir au sein de l'État français et au sein de l'Union européenne. C'est justement votre problème, Jean-Yves Le Gallou, c'est que vous ne regardez qu'une partie de la bataille. Ben non, je regarde la bataille dans tous ses aspects. Attendez, maintenant, on va laisser Philippe Murat répondre. Allez, 4 minutes. Donc j'ai 4 minutes. Bataille idéologique. Vous ne regardez que la bataille idéologique. Vous dites que la bataille idéologique, c'est la mère des batailles. Donc maintenant, je parle, 70% des Français
sont pour l'arrêt des flux d'immigration. La bataille idéologique est gagnée. Par contre, je ne crois pas une seconde que les médias rouges, Libération, Le Monde, BFM, tous les médias, tous les journalistes, tous les politiques du système et les juges rouges on peut gagner idéologiquement contre eux. Après, une fois que la bataille idéologique est gagnée, c'est le cas. Il faut gagner la bataille du pouvoir et la bataille de l'action. Ce qui nécessite de prendre le pouvoir et de prendre le pouvoir en pouvant agir, c'est-à-dire en étant sorti de l'UE, c'est-à-dire en pouvant décider de toutes nos lois. Voilà, donc ça c'est fondamental. Donc moi je suis pour la sortie de l'UE, et là on peut appliquer le programme que je vous ai expliqué. Sortie de l'immigration avec 5 points pour l'immigration légale, 5 points pour l'immigration illégale. Plus rien ne nous en empêche, et là on peut régler complètement le sujet de l'immigration en France. Et pour moi c'est ça qui est important, parce qu'il faut arrêter de parler en tant que politicien. Il faut maintenant agir. Les Français veulent qu'on agisse face aux crises, ils veulent qu'on arrête d'être entraînés par les sables mouvants de l'Union européenne. Et face à ça, moi, je vais vous dire, il y a 3 positions, 3 arguments des gens qui sont censés être patriotes, mais qui veulent rester dans l'Union européenne, donc qui sont plus souverainistes. C'est-à-dire Zemmour et Marine Le Pen, le RN et Reconquête. En fait, ils disent 3 choses. On va réorienter l'Union européenne parce qu'on va être majoritaire au Parlement européen. Alors, ils sont déjà à 130 sur les 2 groupes qui ressemblent un peu à Zemmour et Marine Le Pen, maximum, mais il y en a d'autres qui sont plus immigrationnistes dans ces groupes. 130 sur 700. Il faudrait qu'ils triplent les scores. Donc, il va nous falloir 10 ans, 20 ans, je ne sais pas combien. En plus, le Parlement européen n'a pas le droit d'abroger des lois et de faire des lois. Il vote les lois qu'on lui propose. Donc, en fait, ça serait inefficace. Et puis, avec des gens comme Meloni, vous voyez, qui veulent de l'immigration, maintenant, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Pareil, le deuxième argument, c'est marrant, il donne plusieurs arguments, c'est on va prendre la majorité au Conseil des ministres, Conseil des gouvernements européens, au Conseil européen. Alors là, il faut avoir, pour changer les traités européens déjà, parce qu'il y a plein de choses dans les traités européens, c'est l'unanimité qu'il faut avoir, les 27 pays, donc c'est quasiment impossible. Un seul pays bloque le tout, c'est très simple. Et puis, il faut avoir aussi la majorité qualifiée. Et donc, on a déjà du mal à faire élire une Meloni ou une Marine Le Pen, donc on ne va pas en faire élire 15 en Europe. Là, on va perdre 20 ans à faire ça. Sachant qu'en plus, ça sera hyper compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts et on n'est pas tous d'accord sur les sujets. Donc pour moi, et la troisième approche, elle est aussi fausse, c'est de dire le droit européen sera inférieur au droit français. Le droit français sur l'immigration sera supérieur au droit européen. Le problème, c'est que là, il mente carrément complètement, puisque appartenir à l'Union européenne, c'est accepter les traités européens qui sont dans la Constitution et accepter tout le droit européen qui est supérieur au droit national. Donc vous dites, le droit européen est supérieur au droit national, le droit national et le droit européen est inférieur au droit national. C'est absurde, c'est inconstitutionnel et ça marche pas. Je vais vous dire, s'ils donnent 3 approches différentes pour dire qu'ils peuvent le faire dans l'Union européenne, c'est parce que, en fait, ils sont incapables de le faire. Il n'y a pas une seule approche qui marche. Et d'ailleurs, Meloni le montre bien. Il n'y a pas une seule approche qui marche. Elle n'a aucune approche qui marche. Et donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut être ferme, clair, faire de la politique. Et pour ça, permettre à la France de redevenir souveraine et au peuple français de voter ses lois. Et pourquoi pas à ce moment-là, je vais vous dire, je finis. Pour casser complètement la caste au niveau idéologique et finir la bataille idéologique, vous faites un référendum sur l'immigration après tout ça. Les Français vont dire tous oui à 70-75%. Et la caste des journalistes et des politiques pourront plus revenir en arrière parce que c'est la volonté du peuple français qui sera exprimée. Question, messieurs, pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous ne pensez pas que les politiques sont des pragmatiques et qu'ils voient que les Français et que les Européens ne votent pas et ne portent pas leur vote sur des partis en raison de leur politique en matière d'immigration, mais en raison de leur politique pour la défense du coût de la vie et du pouvoir d'achat. Et à partir de ce moment-là, si l'immigration passe au second plan, il n'est pas nécessaire d'ouvrir ce débat-là. Pourtant, sortir du marché européen... C'est ce que dit... Non, je vois partout que c'est toujours le pouvoir d'achat. Mais non, parce qu'il faut tout défendre en même temps. Justement, quand vous sortez de l'Union européenne, vous sortez naturellement du marché européen de l'électricité, des problèmes des marchés européens de 70% des Français sont contre l'immigration, sauf qu'ils n'ont jamais été 70% à voter contre les partis immigrationnistes. Non, bon, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a la télévision. Mais je finis. Effectivement, ça n'est pas un problème à la fois de faire le pouvoir d'achat et l'écologie en sortant de l'Union européenne. C'est en restant dans l'Union européenne que le pouvoir d'achat et il y a un effondrement économique. Et en même temps, faire l'immigration. Donc, au contraire, c'est pas un problème. Je dis juste une petite chose. Marine Le Pen, en 2017, moi j'étais dans son parti, elle défendait la souveraineté nationale, référendum de sortie de l'Union européenne. On négociait et on faisait un référendum ensuite 3 mois plus tard. Eh bien, à ce moment-là, elle faisait 21% au premier tour, d'accord ? Et au deuxième tour, avant le débat catastrophique, elle était à 42% dans les sondages. C'est exactement le score qu'elle a fait
après 5 ans de Macron en 2022, en ayant complètement changé le programme, en ayant le truc qui fait pas peur, paraît-il, sortir de référendum de sortie de l'Union européenne. Donc on voit qu'en fait, il y a une part de Français très importante qui est prêt à ça, à sortir de l'Union européenne. C'est une bêtise énorme d'avoir arrêté ça. Pas, et d'ailleurs, pas électoralement, Philippe Murat. Ah bah pas si. Et Marine Le Pen en 2017. Attendez. Non, les Marine Le Pen qui veulent sortir de l'Union européenne, ils sont présentés Marine des Le listes Pen en européennes. 2017, Martial, excusez-moi, elle était pour le référendum sur de sortie de l'Union européenne, c'était très clair. Elle avait félicité les Brexiteurs, elle voulait la même chose. Donc c'était clair, 21% et 42% dans les sondages. Donc, il n'y a aucun sujet. Et le dernier référendum IFOP, c'est 40% de gens frexiteurs en 2019, ce référendum. La seule chose, c'est que les partis souverainistes, maintenant, le RN a abandonné cette thèse, donc c'est un poids fort qui n'est pas là. Et les partis souverainistes étant divisés alors qu'ils ont le même projet, évidemment qu'on ne peut pas faire des gros scores. Voilà. Ils ne sont pas audibles. Moi, je crois, si vous voulez, je ne suis pas d'accord avec la méthode consistant à aller tout de suite très haut pour faire quelque chose qui prend beaucoup de temps, parce que quand vous regardez le temps que les Anglais ont mis, et ce serait plus difficile pour la France, parce que la France est dans l'euro, la France est dans Schengen, ce qui n'était pas le cas de l'Angleterre, le vrai sujet, je pense, c'est d'engager l'action pour limiter, réduire, arrêter l'immigration. Engager l'action, ça veut dire quoi ? Ça peut être des actions locales. Oui, ça peut être. Je pense que les gens qui se sont opposés à l'installation de migrants à Calac ont fait un boulot formidable, beaucoup plus que 200 discours. Beaucoup moins qu'une loi. Frexiteurs. Beaucoup moins que des lois pour arrêter. Beaucoup plus que de discours frexiteurs. Ils ont montré que c'était possible d'arrêter à un endroit nouveau. D'ailleurs, c'est par hasard si les groupes qui sont réprimés par le gouvernement, les groupes qui subissent les gardes à vue pour des banderoles, les groupes qui risquent la dissolution, ce sont ceux qui combattent l'invasion locale, qui défendent l'identité localement. C'est pas ceux qui proposent des grands discours juridiques qui sont intéressants et qui sont à prendre en compte, je vous l'accorde tout à fait, mais je crois que la première étape, c'est d'en revenir à l'action. Et la difficulté de l'action, c'est qu'il faut heurter de plein fouet la doxa médiatique, en tout cas la doxa des grands médias dominants qui essaieront de culpabiliser le gouvernement qui agira. La peur de Mélanie, c'est la peur de l'action. Voilà. On va faire le dernier point, tout dernier point, on a quelques minutes encore. On le voit bien dans ce débat, comme dans le premier débat que nous avons eu ensemble, c'était presque il y a un an, eh bien, vous faites l'un et l'autre, le champion soit de l'identité, soit de la souveraineté en ce qui vous concerne, Philippe Murat, et de l'identité pour Jean-Yves Le Gallou. J'ai cherché une phrase que j'ai trouvée dans la préface de Comprendre la stratégie hongroise, qui est sous la plume du talentueux Thibaut Gibelin. Et on peut lire cela: une querelle oppose les tenants de l'identité et ceux de la souveraineté. Schématiquement, dit-il, l'identité renvoie à nous et la souveraineté à décider. Séparés, ces termes sont impuissants. Nous, décider. Et s'ils peuvent se conjuguer, alors on obtient « nous décidons ». Voilà, c'est une image de Thibaut Gibelin. C'est formidable, mais vous apportez la preuve que le « nous » et le « décidons » n'arrivent toujours pas à s'entendre, à s'entendre un an plus tard. Moi, j'ai toujours défendu la souveraineté française. Et ce sont des querelles qui coûtent cher. Mais défendre l'identité française, c'est défendre effectivement le verbe, le « nous », ce que nous sommes. Et défendre la souveraineté, c'est défendre l'action. Et le corps et l'esprit se complètent comme l'action et le verbe se complètent. Pour moi, ce sont les deux faces de la même médaille. C'est tout à fait juste. Et en fait, moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est qu'en termes de souveraineté, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, il faut défendre l'identité française. Je l'ai compris assez rapidement en rentrant en politique. Et ce que je ne comprends pas, c'est que monsieur, et il nous expliquera plus tard, monsieur Le Gallou, lui défend l'identité, mais il défend pas la souveraineté, alors que c'est les deux pièces de la même médaille, c'est dommage. Et moi, je vais vous dire, il se passe quelque chose d'extrêmement grave en ce moment, du côté des identitaires. C'est-à-dire que les identitaires ne parlent plus de France. Ils parlent plus d'identité française, ils parlent d'identité européenne, de faire à travers l'Europe, de l'Union européenne, c'est ce que je vois dans tous les tweets, et même chez des chefs identitaires. Peut-être pas vous, mais chez des chefs identitaires. Et moi, en fait, je défends la civilisation européenne. Oui, voilà. Je défends la civilisation le mot France n'est plus là. Parce que le combat... Et en fait, vous êtes des... Non, mais attendez, France, c'est un pays de civilisation européenne. Vous nous expliquerez. Voilà. Mais pour moi, vous êtes maintenant
Un pied chez les mondialistes, un pied chez les nationaux, non, un pied chez les mondialistes avec l'Union européenne qui est la courroie de transmission de la mondialisation. Vous êtes donc un mondialiste conservateur. Et je vous le dis, monsieur Le Gallou, en vous regardant en face. Non, mais écoutez... Non, mais laissez-moi finir. Écoutez, laissez-moi finir. C'est mes amis. Laissez-moi finir. Non, mais les persécutions de pouvoir, ce ne sont pas les vôtres. Alors, je finis. Et vous répondez. Voilà. Si vous défendez l'Union européenne, monsieur Le Gallou, comme vous le faites maintenant de plus en plus... Je ne défends pas l'Union européenne, je défends la civilisation européenne. Laissez-moi parler. C'est pas la même chose. Laissez-moi parler. Vous finissez après. J'ai publié une vidéo qui s'appelle « Ni Bruxelles, ni Lampedusa », qui a fait 6 millions de vues avant d'être censurée. Alors maintenant, laissez-moi finir, parce que là, vous n'êtes pas poli, vous n'êtes pas... On va essayer de retrouver notre calme, parce que normalement, on devrait terminer sur l'idée que ces querelles nous coûtent cher. Si vous défendez l'Union européenne, monsieur Le Gallou, et je défends la civilisation européenne, monsieur Murer. Mais arrêtez. Je ne défends pas l'Union européenne. Mais vous voulez pas en sortir. Pas de mauvaise foi. Vous voulez pas en sortir. Ne soyez pas de mauvaise foi. Je défends l'Europe, je défends les Européens, je défends la civilisation européenne. Je ne défends pas les institutions européennes. Je vous le dis, je vous dis, maintenant nous ne sommes plus des partenaires possibles, comme nous l'étions, nous sommes des adversaires politiques. Je vous le dis, parce que à travers ce que vous dites, je vois très bien que l'identité française, et le mot France... Mais l'identité française, moi je crois dans le peuple de France, et je pense que vous trompez, parce que vous allez perdre les gens qui croient profondément à la France. La France est un peuple formidable, qui est capable de se redresser quand elle est dirigée par des gens brillants et qui ont une vision. Aujourd'hui, on est dans les abysses. On va encore plus partir dans les abysses avec les sables mouvants de l'Union européenne, alors qu'on a des exemples historiques d'artisans du redressement national, comme une femme du peuple, Jeanne d'Arc, De Gaulle, qui était un militaire intellectuel brillant. Et moi, je vais le dire, c'est pas le moment de baisser les bras sur la France. C'est le moment d'utiliser, d'avoir tout notre courage pour redresser toute notre force, ce pays qui est en train de s'enfoncer dans les abysses. Voilà. Jean-Yves Le Gallou, la réponse. Calmement, parce que sinon je suis obligé d'appeler Éric Morillo, parce que c'est Bistro Liberté qui démarre, sinon, d'accord. Donc... Non, je pense que la France est un pays de civilisation européenne. Je pense que ce qui est attaqué partout dans le monde, ce sont les peuples blancs, ce sont les peuples de civilisation européenne. Et que la bataille, c'est vrai qu'elle est mondiale, je ne suis pas mondialiste, mais la bataille est mondiale, et ce n'est pas la France toute seule qui peut survivre face à l'arrivée de masses africaines et musulmanes et arabo-musulmanes, dont on se moque un peu de savoir si elles sont guinéennes ou maliennes, ou si elles sont marocaines ou algériennes. C'est une affaire de civilisation. Moi, je suis dans le combat civilisationnel, et par rapport à ce que vous évoquez sur le redressement de la France, avec le général de Gaulle, avec Jeanne d'Arc, c'est vrai, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une partie du peuple a déjà été remplacée. Oui, enfin, le peuple français est le plus courageux. Il a montré sur la réforme des retraites, alors que tous les Européens se sont tués, ont la retraite à 66 ans. Sur des thèmes, il est capable de se battre. C'est le plus courageux. Et moi, je suis désolé, le terme civilisation européenne est inopérant. Prendre les décisions mondialement, c'est la tendance mondialiste actuelle. Ça ne marche pas. Je pense que européen, si vous voulez, je pense que les peuples ont toujours pris les bonnes décisions en traitant leurs problèmes de façon nationale. Et ça a toujours bien marché dans l'histoire. Ce qui ne marche pas, c'est de vouloir les prendre de manière globale. Voilà. Vous avez 1 minute pour conclure. On est sur ce débat. On est sur le débat général. Arrêt de l'immigration. Faut-il sortir de l'Union européenne ou la réorienter? Vous avez 1 minute chacun. Qui veut conclure? Vous aviez commencé. Allez-y. Donc c'est à Jean-Yves Le Gallou qui conclura. Donc c'est Philippe Murer. Non, c'est Philippe Murer, puisque c'est lui qui a commencé. C'est vous qui terminerez. Ah d'accord. Okay, voilà. Donc, j'essaie de faire du TF1, c'est pas facile. Moi, je pense qu'on est dans un moment extrêmement grave, puisqu'on est dans une impasse politique complète. Et c'est extrêmement déboussolant pour tout le monde. Moi, je suis un acteur de la politique, je ne sais même plus où aller. Pour le moment, j'attends. J'attends la réunion des partis souverainistes qui sont divisés. Les partis Zemmour, Marine Le Pen, Reconquête, le RN, pour le moment nous trahissent, puisqu'ils ne parlent plus de France. En fait, ils veulent rester dans l'Union européenne. Donc, ils nous laisseront dans les sables mouvants avec crise de l'immigration, crise économique, sociale. L'effondrement est partout, en fait, effectivement. Donc, vous êtes l'effondrement. Pardonnez-moi, je n'ai pas compris, vous êtes avec Nicolas Dupont-Aignan? Non, je suis avec personne. J'attends, moi, je demande une union des souverainistes qui défendent aussi l'identité. Donc, j'ai dit Dupont-Aignan. Bah oui, Philippot, Asselineau, c'est cela que vous visez. Voilà, il faut s'allier, parce que sinon on n'y arrivera jamais et on est dans une impasse politique complète, alors qu'on a tous les outils de redressement à portée de la main. C'est une autre émission à faire. Et il faudrait peut-être la faire avec eux d'ailleurs, ça serait le mieux. Et alors qu'on a tous les outils pour se redresser, on les connaît, je les ai expliqués au début sur l'immigration, il n'y a aucun souci, et qu'on a toujours fait ça dans l'histoire, c'est les nations, les États-nations, qui ont leur logique, qui ont une culture spécifique avec la culture de leur peuple,
qui prennent les décisions pour résoudre les problèmes, même s'ils sont globaux. Chaque pays va les résoudre. Si la France commence à résoudre ses problèmes, d'autres pays européens vont la copier. Ça se fait par capillarité. Et vouloir décider globalement, c'est une catastrophe, quoi. Jean-Yves Le Gallou, la même minute. La même minute. Alors moi, je crois qu'il n'y a pas de baguette magique. Il y a un problème considérable. Il n'y a pas de baguette magique. C'est dommage. Franchement, si sortir de l'Union européenne ou annoncer qu'on sort de l'Union européenne suffisait à régler le problème de l'immigration, mais alors, je vous le dis... Vous êtes charmant avec votre baguette de fée, en tout cas, monsieur Le Gallou. Bon, je dirais oui tout de suite. Moi, je vais vous dire, je suis aussi souverainiste. Mais je suis souverainiste décisionniste. Je pense que la souveraineté, c'est décider en cas de circonstances exceptionnelles et d'agir sans attendre Pas seulement. des décisions juridiques très longues à prendre. Et je pense qu'il y a déjà des possibilités d'action en supprimant les aides aux associations immigrationnistes, en supprimant le paiement des avocats commis d'office pour les clandestins, en supprimant l'implantation de centres de migrants dans les provinces et en utilisant les moyens de défense que nous avons. Nous avons une armée, nous avons une marine, nous avons des services spéciaux, nous devrions les utiliser pour lutter contre l'invasion par la Méditerranée, pour lutter contre les passeurs. C'est des décisions qu'on peut prendre indépendamment de toute structure. D'ailleurs, on l'a bien vu, quand l'armée française est intervenue en Libye, elle est intervenue, ce qui n'était pas une bonne opération, ce qui était une sottise, mais enfin ça prouve que c'était possible. Eh bien, il faut peut-être recommencer. On arrête là. Merci pour ce débat, non pas tendu, mais de bonne tenue. Je note quand même que vous partagez au moins quelque chose, c'est la passion, le côté passionné de vos convictions. Et je vous en remercie. Je pense que les téléspectateurs, l'auront perçu et même ressenti autour de ce débat. Merci à vous, Philippe Murer. Merci, Jean-Yves Le Gallou. Philippe Murer, on vous retrouve régulièrement sur TVL parce que vous êtes le bienvenu, notamment lors de nos débats. Et puis, Jean-Yves Le Gallou, vous êtes mobilisé chaque semaine pour cette émission Immédiat avec Floriane Janin. Merci.